Parker Schnabel a poussé plus fort que jamais lui-même son équipe et chaque pièce d'équipement de son opération cette saison. Jour après jour, à travers les pannes mécaniques, les conditions météorologiques brutales et la pression incessante des attentes, il exigeait plus de tout le monde autour de lui, car il pensait que cette année pourrait être l'année qui définirait son héritage. Lorsque les totaux d'or furent finalement comptés, le résultat fut stupéfiant. 10 600 onces récupérées du sol gelé du Klondike, d'une valeur d'environ 42 millions de dollars. Pour la plupart des mineurs, une saison comme celle-là mettrait fin à tout débat sur l'identité du leader mondial de l'exploitation aurifère du Yukon. Mais l'histoire ne s'est pas terminée par une célébration. Cela ne s'est pas terminé avec Parker seul au sommet regardant la concurrence. Au lieu de cela, un numéro a refusé de quitter son esprit. 630 onces. C'était la marge qui le séparait du seul mineur dont le succès comptait plus que celui de quiconque. L'homme devant lui n'était pas un rival que Parker détestait. À bien des égards, c'est grâce à lui que Parker a fait carrière. Alors que la saison entrait dans sa dernière ligne droite, les prix de l'or ont atteint des niveaux que peu de mineurs du Yukon auraient pu imaginer voir au cours de leur vie. 4 000 $ l'once. Même énoncer ce chiffre à haute voix semblait irréel, comme s'il appartenait à un rêve plutôt qu'à un graphique de marché. Les anciens combattants qui avaient passé des décennies à creuser dans le sol gelé secouaient de la tête avec incrédulité, sachant qu'ils vivaient le genre de saison dont les mineurs parleraient encore dans 20 ans. L'atmosphère à travers le Klondike a changé, à mesure que la valeur de l'or continuait de grimper. Chaque conversation semblait dériver vers les mêmes sujets, les totaux de production, les revendications de propriété, et qui pourraient être prêtes à vendre. La terre était devenue plus précieuse que jamais, et chaque concession productive comportait désormais une prime qui aurait semblé ridicule quelques années plus tôt. Les mineurs qui se considéraient autrefois comme des voisins calculaient tranquillement ce que pourrait valoir la terre sous les pieds de quelqu'un d'autre. À 4 000 $, l'once Inclem produisant 10 000 onces n'était plus seulement une opération minière. C'était une machine de 40 millions de dollars capable de changer des vies du jour au lendemain. Des chiffres comme celui-là ont voyagé rapidement à travers les camps sur les routes de gravier et autour des tables basses. Tout le monde faisait le calcul. Tout le monde regardait tout le monde. La possibilité de rachat restait en suspens comme une tempête qui approchait. Tony Beets avait déjà contacté Rick Ness au sujet de l'achat d'un terrain, et même si Rick restait indécis, il comprenait l'opportunité qui s'offrait à lui. Lorsque le sujet a été abordé, les blagues cachaient à peine la vérité. Un mineur était réputé pour faire de bonnes affaires. L'autre était célèbre pour conclure des affaires qui ne lui paraissaient bonnes. Derrière les rires se cachait le fait que chaque propriétaire de Clem au Yukon se retrouvait soudainement assis sur quelque chose que les gens voulaient désespérément. Pendant des années, les gens extérieurs à l'industrie aimaient dire que l'exploitation aurifère n'était pas compétitive. Ils imaginaient des terres sans fin et des opportunités infinies, suffisamment pour que chacun puisse réussir. Les hommes qui ont réellement vécu cette vie le savaient mieux. Ils comprenaient que chaque acre productif comptait, chaque once comptait, et que chaque saison devenait un combat, que quelqu'un l'admette ou non. À la fin de cette année, cette vérité semblait impossible à ignorer. Parker aurait dû faire la fête. Plus de 40 millions de dollars d'or étaient inscrits dans les livres, un total qui aurait été la plus grande réussite de presque n'importe quelle carrière minière. Pourtant, la célébration ne lui est jamais venue naturellement. Il ne se comparait pas aux anciens records ou aux moyennes historiques. Il se comparait à un homme et cet homme était toujours en avance. Tony Beets était en tête du classement, et ce fait avait plus de poids que le nombre lui-même. L'écart qui les séparait était suffisamment petit pour être comblé par une coupe exceptionnelle, et suffisamment grand pour survivre jusqu'à ce que l'hiver arrête tout. Chaque once récupérée me paraissait désormais importante. Chaque nettoyage devenait un autre chapitre d'une course qu'aucun mineur ne voulait perdre. Ce qui rendait la tâche plus difficile pour Parker, c'était l'identité de l'homme qui le dirigeait. Tony Beets n'était pas simplement un autre concurrent travaillant dans les ruisseaux. Des années plus tôt, alors que Parker était encore un adolescent essayant de faire ses preuves, Tony avait été l'une des premières personnes prêtes à lui donner une opportunité. Il avait ouvert une porte qui a contribué à façonner l'avenir de Parker. Aujourd'hui, des années plus tard, ce même mentor se tenait entre lui et le titre qu'il voulait désespérément conserver. Parker l'a admis ouvertement. C'était un peu décevant de voir Tony devant. Les mots semblaient désinvoltes, mais tous ceux qui connaissaient Parker comprenaient ce qu'il signifiait réellement.
Peu de gens au Yukon détestaient perdre autant que lui. Se faire dépasser par celui-là même qui l'avait aidé à démarrer a rendu la situation encore plus difficile à accepter. Ce qui était frustrant, c'était que l'écart en lui-même n'était pas énorme. 120 onces, c'était tout. Parker avait récupéré autant d'or grâce à une seule coupe forte d'innombrables fois auparavant. Contre presque n'importe qui d'autre, il aurait considéré le déficit comme un problème temporaire. Contre Tony Beats, c'est devenu le seul chiffre qui comptait. Pendant ce temps, la nature poursuivait son incessant compte à rebours. Le froid s'installait chaque matin plus profondément dans les vallées. Le givre s'est glissé dans la terre, les conduites d'eau ont menacé de geler, et chaque mineur savait que la fin de la saison pourrait arriver sans avertissement. Le Yukon n'a jamais annoncé quand il en aurait fini avec vous. Un jour l'opération a fonctionné, et le lendemain le terrain a tout simplement refusé de coopérer. Personne ne savait exactement combien de temps il restait. Cela pourrait prendre une semaine, cela ne prendra peut-être que quelques jours. L'incertitude créait une pression qu'aucune expérience ne pouvait éliminer. Chaque lever de soleil était porteur d'une nouvelle urgence, car chacun pouvait être l'un des derniers jours ouvrables avant que l'hiver ne prenne le contrôle. Face à cette réalité, Parker a pris la seule décision qu'il savait prendre. Il finirait fort. Il n'y aurait aucun recul, aucun équipement de protection et aucune économie de ressources pour plus tard. Chaque installation de lavage fonctionnerait aussi fort que possible jusqu'à ce que le temps les oblige à s'arrêter. Si la saison se terminait, ce ne serait pas parce qu'il avait arrêté le premier. La décision s'est répandue presque instantanément dans l'opération. Les plans ont changé, les priorités ont changé, et chaque membre de l'équipage a compris ce qui était attendu. Aucune stratégie alternative n'attendait en arrière-plan. Il n'y avait que la poussée finale et le gel qui approchait. L'une de ces forces déterminerait la fin de la saison. Au centre de cette poussée se trouvaient les hommes en qui Parker avait le plus confiance. Mitch Blaschke, Tyson Lee et Brennan Ruhle n'étaient plus de simples employés. Ils avaient passé des mois à lutter contre des pannes, des délais impossibles et des défis sans fin à ses côtés. Ils comprenaient comment pensait Parker, comment il réagissait sous la pression et à quel point cette course comptait. À l'intérieur de la caravane, Parker les a remerciés d'avoir aidé l'opération à atteindre une étape que peu de mineurs ont jamais franchie. 10 000 onces, environ 40 millions de dollars d'or. Pour la plupart des équipages, ce moment aurait déclenché une grande fête, une occasion de se détendre et de profiter des récompenses d'une saison extraordinaire. Pourtant, même s'ils reconnaissaient cet exploit, tout le monde dans la pièce savait que l'esprit de Parker était ailleurs. Car s'ils avaient atteint leur objectif, Tony avait déjà dépassé le sien. L'étape qui aurait dû ressembler à une ligne d'arrivée ressemble soudain davantage à un point de contrôle. Parker l'a compris mieux que quiconque. Les records sont impressionnants, mais ils n'effacent pas la deuxième place. Et tant que Tony Beats restait en tête, même la plus grande saison de la carrière de Parker Schnabel semblait inachevée. C'est ce qui a rendu cette fin si convaincante. 42 millions de dollars en or auraient dû suffire à satisfaire n'importe qui. Cela aurait dû suffire à garantir la fierté, le confort et la validation. Pourtant, au Yukon, où les réputations se bâtissent petit à petit et où les rivalités s'étendent entre les générations, le succès est souvent mesuré selon une norme beaucoup plus simple. Pas la quantité d'or que vous avez trouvé, mais si vous en avez trouvé plus que la personne qui se tient à vos côtés. Tony lui a dit au printemps qu'il visait 6 ou 7 000 onces. Tony a maintenant lui-même plus de 10 000, et le chiffre du printemps se lit comme une configuration avec le recul. Les commandes arrivent donc vite et fort, comme elles le font toujours, lorsque Parker peut sentir la saison lui glisser entre les mains. Augmenter les vitesses d'avance au-delà du confort. Éliminez les piles de salaire qui sont encore trop grosses et trop lentes. Faites fonctionner la station de lavage Roxane sans une seule interruption. Le projet de décapage devient la plus haute priorité sur l'ensemble du CLEM avant tout le reste, sans aucune exception, pour qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Chez Dominion, je veux dire, nous devons éliminer ces salaires. Ouais, ils sont quand même assez gros. Mitch fait fonctionner Roxane et ce projet de décapage est la principale priorité. Mitch accepte la mission de nuit sans contestation. Tyson Lee pointe du doigt les piles de salaire qui sont encore trop importantes pour être liquidées au rythme actuel. Brennan Ruhle reçoit l'instruction ouverte que chaque équipage redoute et respecte dans une égale mesure. Tout ce dont ces gars ont besoin, faites-le quelle que soit l'heure. C'est une courte réunion. Parker ne fait pas de discours lorsque c'est le calendrier qui parle.
et que tous les hommes dans la caravane savent déjà ce que les prochains jours vont leur coûter. Il n'y a plus de tolérance pour les erreurs désormais. Pas de place pour les retards, aucun relâchement dans l'emploi du temps dans lequel un homme peut se cacher. S'il y a bien un moment pour pousser très tard dans la nuit, c'est bien celui-là. Courez jusqu'à ce que le temps l'arrête ou que chaque usine soit à court de salaire. L'un ou l'autre sent rien entre les deux et Parker s'assure que tous les hommes dans la caravane l'entendent avant de franchir la porte. L'équipage le prend comme il le prend toujours. Pas de drame, pas de plainte, juste du mouvement. Allons faire quelques écluses. Faisons-la. Merci les gars. Ensuite, ils se dispersent dans le froid pour chasser un numéro qui pourrait même ne pas être captable sans aucun moyen réel de le savoir, jusqu'à ce que la toute dernière échelle du tout dernier jour de la saison soit lue. Une deuxième opération. Gamble est à 8000 au nord, à Lightning Creek. Une autre histoire se déroule et montre à quelle vitesse cette affaire se retourne contre un homme. Rick Ness envoie son équipe évacuer les restes de salaire dans l'usine de lavage vieillissante qu'ils appellent Rocky. À la poursuite des 420 onces d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars au prix de cette saison. Il doit encore terminer sa saison. Le plan ne fonctionne que si 2 usines fonctionnent en même temps et que Rocky est la deuxième. Tout ce que Rick a laissé rouler cette saison passe par une machine qui lui a déjà donné une année difficile. Il y a suffisamment de salaire là-haut pour mettre le feu à l'usine et démarrer. La machine est vieille et têtue. Le genre que vous cajolez et parlez gentiment plutôt que de commander. « Allez, vieille fille, on y va !» L'eau monte, le pouvoir arrive. Le plateau shaker commence à bouger. Pendant un bon moment, tout est exactement là où il doit être. Rocky est en train de s'écluser et Rick est sur le point de réussir. Le plan double usine qui pourrait lui sauver toute l'année. Puis c'est fini avant que ça commence vraiment. De la fumée s'échappe de la machine. Le mauvais type de fumée. Le genre de chose qui laisse tomber l'estomac d'un mineur à travers le sol en un instant. Certainement pas. Vous devez vous moquer de moi. La pompe d'alimentation de Rocky est en panne. Un tendeur qui n'aurait jamais dû être aussi lâche a laissé la courroie sauter et sauter jusqu'à ce qu'elle se déchire. Cette courroie entraînait le système de refroidissement. Sans cela, la plante a surchauffé en quelques secondes et les dégâts ont été causés avant que quiconque puisse mettre la main dessus. C'est la courroie qui entraîne le système de refroidissement. C'est pour ça que le truc fume, parce qu'il surchauffe. Ce tendeur ne devrait pas être si lâche. C'est ce qui maintient la tension sur la courroie. Donc, quand elle est lâche, elle saute, saute, saute. Et cette courroie se déchire, puis elle a arrêté de refroidir et a surchauffé. L'équipage se tient au-dessus de l'épave et la lie comme une scène de crime. Le tendeur lâche, la ceinture déchiquetée. La fumée sort toujours du métal qui n'aurait jamais dû devenir aussi chaud. Ce tendeur n'aurait pas dû être si lâche. C'est toute l'histoire, écrit en une seule partie ratée, que personne n'a rattrapé à temps. Un demi-saut de salaire via la machine et la journée entière est terminée. Une fin très rapide, très catastrophique à une journée qui était censée remettre Rick dans le combat. Le projet de Rick de gérer 2 usines à la fois est mort dès son arrivée et les calculs brutaux de la saison sont devenus bien plus effrayants qu'ils ne l'étaient déjà. À 8 miles au sud, Parker n'en a aucune idée et n'a pas le temps de s'en soucier s'il le savait. La course de nuit. De retour sur le terrain de Parker, la pression a un visage et elle appartient au contremaître Mitch Blaski. Parker lui demande de diriger personnellement l'équipe de nuit pour une raison combler l'écart avec Tony avant que Frost ne mette définitivement fin à la dispute. Mais Mitch porte sur ses épaules quelque chose de plus lourd que le quota de nuit. Il essaye de rentrer chez lui à temps pour l'anniversaire de sa fille. Pour que cela se produise, tout ce qui concerne cette concession doit être complètement terminé ce soir et il doit être sur la route tôt le matin sans retard d'aucune sorte. J'essaie de rentrer à la maison à temps pour l'anniversaire de ma fille et pour que cela se produise. Je dois tout terminer ici ce soir et être sur la route tôt demain matin. Il reste encore beaucoup à faire pour que cela se concrétise. Il n'est pas fan des équipes de nuit. Personne ici ne l'est jamais. Mais c'est le genre de choses que l'on fait parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. À la fin de son quart de travail, Sean doit évacuer 2000 mètres de tas de paix à travers le sable rocheux de l'usine de lavage. Dans la coupe, Mitch et Brennan, travaillant sur 2 énormes bulldozers D11, doivent dépouiller le dernier acre d'une couche de boue de 4 pieds de profondeur, puis déchirer directement la terre gelée en dessous, afin que le sol puisse enfin dégeler
et devenir exploitable. Il n'existe aucune version de cette soirée dans laquelle un seul morceau est ignoré et chaque morceau dépend de celui qui le précède. Les calculs de la nuit sont impitoyables. 2000 mètres à travers le sable rocheux est un changement complet en soi. Un acre de boue de 4 pieds en est une autre. La couche salariale gelée en dessous est le genre de travail qui brise les dents des éventreurs et traque les bulldozers en cas de problème. Tout cela doit se passer dans la même fenêtre, dans le noir, dans le froid. Avec un seul homme qui surveille l'horloge pour un vol de retour, il ne peut pas se permettre de le manquer. Poussé très tard, leur a dit Parker. Voilà à quoi ressemble l'extra-tard lorsqu'il se produit réellement. Brennan dit à Mitch qu'il ne pourrait pas être plus heureux de l'aider à le faire. À 3 heures du matin, la conversation devient personnelle comme entre hommes qui ont passé trop de saisons loin des personnes qu'ils aiment le plus. La fille de Mitch a 6 ans. Il se souvient d'avoir couru chez elle le jour de sa naissance comme si c'était il y a seulement 2 ans. Il parle de son fils Pistol et combien il est difficile de ne pas être triste à cause de tous les jours qu'il a manqué quand le garçon était encore jeune. Il dit qu'il le bloque pendant qu'il travaille ici. Brennan lui dit qu'il n'a pas besoin de mentir sur le fait de bloquer les choses parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans sa tête au départ. Il rine dans le noir. Les bulldozers continuent de broyer la terre gelée. Les piles de paille rétrécissent mètre après mètre sous les phares de travail. Mitch garde un œil sur la coupe et un œil sur l'heure, car chaque mètre parcouru ce soir est un mètre plus proche d'une route vers le sud et de l'anniversaire d'un enfant de 6 ans qu'il a déjà trop manqué. Ensuite, les éventreurs ont frappé quelque chose qui arrête le rire froid. Le sol riposte. La boue se détache acre après acre, heure après heure gelée. Les D11 laissent tomber leurs énormes rippers dans la couche de gravier gelé et tentent de la déchirer comme ils l'ont fait toute la saison. Cette fois, le terrain ne coopère pas. Allez mec, elle est écrasée. Pendant un instant, il semble que les machines ne s'en sortiront pas comme si la terre gelée avait décidé que c'était ici que la saison se terminerait, selon ses propres conditions, au lieu de celles de Parker. Oh, tu dois te moquer de moi. Allez mec, oh mec, elle est à terre. Il n'y a aucune chance que ça réussisse. Les éventreurs bavardent et sautent des salaires qui ont augmenté plus durement que tout ce que l'équipage a touché toute l'année. Puis comme si le Yukon voulait insister davantage, le ciel s'ouvre. La première chute de neige de toute la saison tombe sur la coupe. Ici, on ne sait jamais ce que le temps va faire ensuite, et ce qu'il vient de faire, c'est de mettre une horloge dure au-dessus d'une horloge qui était déjà épuisée. La neige au sol signifie que le gel n'est plus une menace sur le calendrier. C'est ici maintenant sur les bulldozers. S'acquittant du salaire, Mitch doit encore déménager avant le matin. L'équipage ne peut qu'espérer qu'il ne reste pas assez longtemps pour les geler définitivement avant que le travail ne soit terminé. Quelque part dans le froid, la neige et le grincement incessant de ces 2 bulldozers, ils le traversent. Ils ne s'arrêtent pas et ils n'abandonnent pas. Le matin arrive et Parker arrive dans une coupe complètement transformée. « Belle journée », dit-il sur le ton que l'on utilise lorsque la neige est à la fois une menace et un étrange cadeau. Mitch a presque fini. Le tas rétrécit rapidement. Le décapage est terminé. Contre le terrain, contre la météo, contre la montre, ils ont réussi. Parker lui dit exactement ce que la saison lui a apporté. Vous avez accompli votre tour de service. Vous avez fait une sacrée saison. Bon travail, mec. Pour Mitch, les mots arrivent. Et il compte. Mais le véritable prix n'a jamais été les mots. C'est la route vers le sud et le temps passé avec sa famille à attendre au bout. Il a fait un travail incroyable et tous les habitants de la concession le savent. Au moment où Mitch s'éloigne, Parker dit ce qui définit exactement qui il est plus complètement que tout ce qu'il pourrait dire d'autre. Malgré tout cela, il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. La saison ne s'arrête aux adieux de personne et Parker regarde déjà au-delà de celui-ci jusqu'au prochain numéro du tableau. Le moment de vérité de Rick. Avant que le numéro de Parker n'arrive, il y a celui de Rick Ness et le sien se résume à une seule coupure et à une question véritablement terrifiante. Pour atteindre son objectif de 1800 onces pour toute la saison, la coupe de la dernière chance doit livrer 420 onces, soit près d'1,3 million de dollars à ce prix. Pas la majeure partie, pas presque la totalité. La totalité, et puis un peu plus en plus. Minute de vérité. L'or sort de l'échelle par incréments lents qui s'étendent chaque seconde jusqu'à devenir quelque chose de douloureux à vivre.
10, 20, 30, 50, 60, 60, 10, 80, 90, 100. Le nombre grimpe jusqu'à 130 et 1,91, et juste au moment où on a l'impression qu'il cale, la mort. À défaut de tout ce dont ils avaient besoin, il y a plus. Encore une centaine, puis encore une centaine derrière celui-là. 430 et 1,91 onces de cette seule coupe. Un nettoyage d'une seule semaine d'une valeur de plus d'1 727 000 $ a été retiré du sol au dernier moment possible. 130 et 1,91. Mais nous en avons plus. Il y en a une centaine, il y en a une centaine d'autres. Cela signifie 430 et 1,91. Le total de la saison complète s'élève à 1811,56 onces. Rick est parti pour 1800. Il l'a battu de 11 onces. C'est à quel point la saison entière a failli être une défaite plutôt qu'un triomphe. Et Rick le sait, se tenant juste là, au-dessus de la balance, avec les bocaux devant lui. Le total final de Rick vaut plus de 7 246 000 $. Ce fut un combat âpre tout au long du parcours, avec une réelle incertitude jusqu'à la toute fin. L'équipage reçoit le bonus qu'il a gagné placé dans chacun de ses pots d'or, parce qu'il a travaillé très dur pour cela et que personne ne prétend le contraire. Il n'y a pas eu une seule saison avec cet équipage où ils n'ont pas réussi à atteindre leur total. S'il y a une équipe sur les ruisseaux qui peut toujours trouver un moyen d'y parvenir, c'est bien elle. Et cette saison n'a rien changé à cela. On en sait, c'est toute la différence entre un équipage qui a atteint son numéro et un équipage qui ne l'a pas atteint. À 4 000 $, l'once, cette marge vaut environ 44 000 $. Et il est sorti du tout dernier montage du tout dernier jour après qu'un incendie d'usine à 8 milles au nord ait presque emporté tout le plan avec lui. Rick sait exactement à quel point c'était serré. Il en va de même pour tout homme tenant un pot. La double coulée. Aujourd'hui, la saison revient à l'homme avec qui elle a commencé et à la coupe qui définit absolument tout. Parker combine ses deux plus gros frappeurs, les usines de lavage Golden Goose et Big Red, en une seule finale double. Ensemble, ils ont parcouru la fin du Golden Mile, la coupe la plus riche que Parker ait exploitée tout au long de la saison. C'est le moment exact vers lequel tout s'est dirigé, depuis la première conversation froide, dans le gravier, chaque quart de travail de nuit, chaque éventreur gelé qui ne mordait pas, chaque ordre, aboyé à travers cette remorque froide, chaque kilomètre que Mitch n'a pas pu conduire chez lui plus tôt, tout cela se dirige directement vers cette seule voie. Avec le numéro de Tony assis devant lui dans le noir inconnu, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. 2 plantes, une seule, le sol le plus riche que Parker ait touché toute l'année. C'est le swing, et il n'y a plus de saison derrière pour en prendre une autre. L'or sort de l'échelle et continue d'affluer. 130, 180, 220, 240. Ça continue à un 260, 300. 307,95. La coulée de la semaine totalise 506,66 à elle seule, avant même que le chiffre de la saison ne soit lu à haute voix. 516 en une seule semaine est le genre de chiffre qui termine la plupart des saisons masculines en beauté. Pour Parker, c'est la dernière carte du jeu. Ensuite, le nombre qui compte réellement, le total de la saison. 10 596,45 onces. Arrondissez-le. Appelez-le 10 600. De toute façon, il y a probablement 3 onces supplémentaires dans ce coffre-fort. Bravo, messieurs. Bien joué. C'est génial. Et pour un souffle, c'est suffisant pour avoir gagné. Cette semaine, 506. Notre saison totalise 10 596,45 onces. Je vais juste dire 10 600. Je suis sûr qu'il y a 3 onces supplémentaires dans ce coffre-fort. Le roi du Klondike, le nombre est de 10 596 450 onces, 42 millions de dollars. La plus grosse saison que Parker Schnabel ait jamais réalisée dans sa vie. Il termine 630 onces derrière Tony Beats. Tony est désormais le roi incontesté du Klondike. La couronne que Parker porte depuis si longtemps que les gens ont oublié que quelqu'un d'autre pouvait la porter a changé de tête. Et cela a changé les têtes pour l'homme qui a donné à un adolescent Parker sa première chance dans ce métier. Le mentor a repris 630 onces à l'étudiant lors de la meilleure saison que l'étudiant ait jamais couru. C'est le calcul du Klondike cette année. Vous pouvez battre de loin tous les records que vous avez établis tout en restant debout dans la neige.
et en regardant quelqu'un d'autre soulever la couronne de votre tête. 630 onces représentent environ 2,5 millions de dollars. C'est aussi la distance entre l'homme qui a appris à Parker comment faire cela et l'homme qui n'a pas réussi à le rattraper cette fois. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites la seule chose qui vous dit de continuer à vous offrir toute la saison. Cliquez sur abonnez-vous avant de partir. Si 42 millions de dollars et le plus gros gain de sa carrière n'étaient pas suffisants pour battre Tony Beats, que devra faire Parker Schnabel la saison prochaine pour reprendre cette couronne? Déposez votre réponse dans les commentaires.